Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du réseau Starknet. Starknet est un Layer 2, donc une solution de seconde couche qui vient apporter de la scalabilité à un Layer 1, une blockchain bien connue, Ether. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que ça marche, d'où ça vient, l'entreprise Starkware qui a proposé d'abord d'autres solutions avant de finalement créer Starknet, comment ça fonctionne techniquement. Évidemment, on va vulgariser tout ça. Et ensuite, on va passer à des cas pratiques où je vais vous montrer tout simplement comment bridger quelques jetons de votre portefeuille Ether vers ce Layer 2, Starknet, et utiliser quelques protocoles. On va voir finalement à quel problème est-ce que ça répond et on va voir quelle est la différence entre Starknet et tous les autres Layer 2, car ils sont nombreux à essayer de régler des problèmes de scalabilité, donc de vitesse de transaction et de coût par transaction. Et on va même zoomer sur les différences que Starknet peut avoir avec les autres Layer 2 du même type, c'est-à-dire ceux qui utilisent le fameux ZK, qui veut dire Zero Knowledge. On va aborder évidemment son token, qui devrait très bientôt arriver sur le marché, les tokenomics, et on va survoler un petit peu la team qui compose Starkware, l'entreprise qui propose Starknet aujourd'hui. Et on terminera par quelques faiblesses actuelles et points d'attention sur le projet. Les amis, cette vidéo est sponsorisée. Dans ma précédente vidéo, où j'expliquais pourquoi les Layer 2 peuvent répondre aux problèmes de scalabilité des Layer 1, j'avais laissé entendre que j'étais très intéressé par cette technologie et que j'étais ouvert à différentes collaborations. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, j'ai eu des opportunités qui se sont proposées, notamment celle-ci, qui n'a d'ailleurs pas vocation à être juste un contenu, un one-shot, mais bel et bien un partenariat et une collaboration qui s'inscrira sur le long terme. Bon, naturellement, on va devoir vulgariser et simplifier beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo intégrale sur les Layer 2 et leur utilité. Quelles sont les limites des Layer 1 et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Layer 2. Je vais évidemment pas refaire une introduction aussi complète que cette vidéo entière, mais pour faire très simple, les Layer 1 sont des blockchains qui doivent composer avec trois éléments principaux. La scalabilité, le fait que les utilisateurs doivent être capables de faire un grand nombre de transactions avec un coût qui est raisonnable, sinon personne n'utilise la blockchain. La sécurité, parce que personne ne veut utiliser et laisser dormir de la valeur et donc de l'argent sur un réseau qui n'est pas sécurisé. Et pour finir, la décentralisation. Parce qu'avoir un réseau sécurisé et scalable mais qui est totalement centralisé, autant ne pas utiliser une blockchain finalement. Le problème, c'est que régler ce fameux trilemme avec ces trois points principaux, c'est très compliqué. Il y a énormément de blockchains, de Layer 1 qui se sont lancés, qui proposent des solutions partielles ou des solutions qui sont encore en train d'être explorées aujourd'hui, mais il n'y a toujours pas de réponse parfaite. Dès qu'on arrive à obtenir de la scalabilité, un grand nombre de transactions pas chères, on perd en sécurité ou en décentralisation. L'objectif des Layer 2, c'est de pouvoir répondre à ces besoins de scalabilité sans faire de concessions sur ces deux premiers points. Et des Layer 2, il y en a différents types. Encore une fois, je vous les présente tous dans la vidéo sur les Layer 2, mais globalement, l'un des plus prometteurs, c'est ceux qui utilisent justement la technologie du Zero Knowledge qui est à la base de Starknet. Et même dans ceux qui utilisent cette technologie, Starknet se démarque et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de Starkware, l'entreprise derrière Starknet, c'était quand ils ont lancé une solution en 2020-2021. Cette solution s'appelait StarkX et c'était déjà une solution de scalabilité. En effet, le réseau Ether était particulièrement congestionné, ça devenait très cher de faire des transactions et ça devenait compliqué pour beaucoup d'utilisateurs d'utiliser des services ou même des protocoles sur le réseau Ether. À ce moment-là, de grosses structures comme par exemple Sorare, que je vous ai présenté sur cette chaîne YouTube, qui est un jeu où on réalise des transactions avec des NFT sur la blockchain Ether du coup, DYDX, une plateforme de trading, voire même ImmutableX, utilisait pour la première fois StarkX afin d'apporter de la grande scalabilité à tous leurs utilisateurs. Que ce soit pour avoir une expérience de jeu plus fluide ou pour se rendre compte qu'on n'a pas payé des milliers de dollars de frais juste pour faire du trading sur DYDX. C'était nécessaire pour leurs clients et ils ont dû trouver ces solutions et c'est Starkware qui leur propose la solution adaptée à l'époque. Faut comprendre qu'à l'époque avec StarkX et toujours aujourd'hui avec Starknet, l'entreprise se focalise sur les problèmes de scalabilité. Généralement, quand on va vers des technologies qui se rapprochent du Zero Knowledge, on peut innover dans deux domaines, la confidentialité de ces transactions, mais également la scalabilité. Pour le coup, aujourd'hui en tout cas, Starknet se focus sur cette scalabilité, ce problème qui finalement n'est toujours pas résolu. Alors oui, il existe des réseaux blockchain Layer 1 ou Layer 2 qui sont pas très congestionnés, avec des frais de transaction quasiment nuls, mais c'est toujours le même problème. Le problème, c'est pas d'avoir des transactions qui soient peu chères. Le problème, c'est pas juste d'avoir beaucoup de transactions. Le problème, c'est d'avoir les deux. Donc même s'il y a de bonnes pistes et qu'il y a de bons prétendants pour apporter des solutions, StarkX a été fort de ses premières aventures avec plusieurs clients, notamment les trois géants que je viens de vous citer, et c'est fort de tout ça qu'ils se sont dit Maintenant, nous allons créer notre réseau à nous. Et n'importe quel projet va pouvoir utiliser notre réseau et pouvoir émettre des transactions scalables et peu coûteuses sur ce dernier. Et ce réseau repose sur l'une de leurs techs qu'ils ont eux-mêmes créée, la technologie ZK Stark.
mais on y reviendra dans quelques instants. Faisons un petit schéma de mise à l'échelle pour comprendre comment le Layer 2 Starknet permet réellement d'émettre beaucoup plus de transactions sur le réseau Ether. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau Ether est limité techniquement. En moyenne, il émet 15 transactions par seconde et il y a un nouveau bloc sur la blockchain à peu près toutes les 12 secondes. La question, c'est comment un second réseau, finalement, un second flux de transactions, pourrait, tout en étant inscrit sur la chaîne principale, permettre de faire circuler beaucoup plus de transactions. Et ça, c'est très intéressant. Sur le réseau Starknet, la toute première étape, c'est quand il y a énormément de transactions. Toutes ces transactions vont se regrouper dans un serveur informatique, ce qu'on appelle une infrastructure, qui s'appelle un sequencer. Et ça, c'est la toute première étape. Le sequencer va agencer, optimiser l'entièreté de ces différentes transactions. Une sorte de bundle, un groupe de transactions qui va être compacté et préparé pour pouvoir être envoyé vers le Layer 1. La phase 2 de la mise à l'échelle, c'est quand ce bundle de transactions quitte le sequencer et est envoyé à ce que l'on appelle un prover. Le prover, lui, va utiliser la technologie ZK-Stark. C'est là que les mathématiques et la cryptographie rentrent en jeu. Le prover doit non seulement recevoir ces transactions et générer une preuve de validité de ces fameuses transactions. On entend parfois parler de Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire qu'on doit prouver la validité de l'entièreté de ces transactions sans pour autant avoir à rejustifier l'entièreté des calculs qui prouvent que ces transactions sont valides. L'enjeu est toujours le même. Quand cette information va être envoyée sur le Layer 1, il faut envoyer un minimum d'informations pour que ça prenne un minimum de taille, mais qui viennent malgré tout vérifier et prouver la validité d'un maximum de choses. Et c'est là tout l'enjeu, la mise à l'échelle. La technologie ZK-Stark, utilisée par Starknet, veut dire Zero Knowledge, Scalable, Transparent, Argument of Knowledge. Et c'est à ce moment-là, dans la phase 3, que ça va être envoyé à un smart contract, direction le Layer 1. Et donc, même s'il n'y a qu'un bloc toutes les 12 secondes, la blockchain Starknet va être capable de mettre elle-même dans un bloc un package de plusieurs transactions qui vont permettre donc aux utilisateurs de faire beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement sur le réseau Starknet, mais in fine, de vérifier et d'inscrire définitivement dans le marbre ces informations dans le Layer 1, gardant ainsi la sécurité et la décentralisation du réseau. Et c'est comme ça que le ZK Rollup Starknet explose la limite théorique de 15 transactions par seconde du réseau Ether. Ça permettrait de monter cette limite théorique à 1000 transactions par seconde, ou peut-être même 10 000, voire plus. Et ce, sans aucune concession. Alors, petit détail pour les puristes qui suivent vraiment le sujet de très près, techniquement, ça n'utilise pas réellement la technologie Zero Knowledge. La seule entreprise à l'utiliser s'appelle Aztec, et même les Layer 2 comme ZK Syncera ou encore Scroll utilisent des arguments de connaissance ou une piste similaire, mais ce n'est pas réellement exactement ce que l'on appelle du Zero Knowledge. Donc pour être parfaitement correct et en sortant un petit peu de la vulgarisation, Starknet est un Validity Rollup. Ce qui est intéressant cependant, c'est qu'ils utilisent du coup cette base de technologie qui leur permettra potentiellement à l'avenir de proposer également des solutions intéressantes en termes de confidentialité, qui sera naturellement un besoin à l'avenir sur la blockchain. Concentrons-nous maintenant sur 3-4 éléments différenciants qu'a Starknet vis-à-vis des autres Layer 2 qui sont basés sur cette technologie. Une technologie similaire, ou même la technologie ZK-Stark finalement, parce que Starknet l'a rendu open source. N'importe qui, même leurs concurrents, peuvent utiliser leur technologie pour créer des solutions. Ce qui est relativement intéressant parce que pour le coup, ça fait avancer l'état de l'art et ça permet à certains d'avancer avec l'innovation des autres. Le premier élément, c'est Kero. Kero, c'est un langage de programmation qui a été créé par Starkware directement. L'objectif, c'est de pouvoir rendre prouvable certains smart contracts. Ça va donc permettre encore plus de scalabilité puisque ça va leur permettre d'envoyer et de rendre compatible avec ce système encore plus de choses et encore plus de protocoles directement créés sur le réseau Starknet. On arrive dans le moment où dès que je cite quelque chose, vous avez des sources dans la description parce que vous avez de quoi creuser. La deuxième fonction qui pour le coup est assez simple mais qui me parle beaucoup en tant qu'utilisateur, c'est le multicall. Un utilisateur peut lui-même faire des bundles de transactions et signer une fois plusieurs transactions. Pour ceux qui passent leur journée à faire de la DeFi, ça a dû vous arriver de signer 3, 4, 7, 8, 12 transactions d'affilée quand vous voulez faire quelque chose. Là, vous pouvez directement faire vous-même des regroupements de ces transactions. Le troisième point, c'est l'account abstraction. Pour être totalement franc avec vous, il faudrait une vidéo intégrale sur ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est que Starknet est nativement compatible avec. Pour faire très simple, l'account abstraction, en plus d'être quelque chose de relativement complexe, c'est surtout quelque chose qui va permettre aux gens d'émettre des transactions sur la blockchain sans avoir à conserver eux-mêmes leurs clés privées et sans avoir à réaliser une signature à chaque transaction. Si vous connaissez un peu la blockchain, ça vous paraît totalement normal, mais c'est également un frein pour beaucoup de gens qui découvrent la blockchain. Avoir son propre wallet, faire ses propres signatures et détenir sa propre clé privée, c'est quelque chose de nouveau et c'est donc un frein à l'adoption. Pour beaucoup, l'account abstraction va être l'une des notions d'accessibilité qui va être très importante.
important pour démocratiser encore plus la blockchain. Le fait que ce soit compatible laisse le champ libre à Starknet dans le futur, et ça permet même certaines fonctions résistantes à l'informatique quantique, qui est la crainte de certains encore une fois dans le futur, puisqu'à partir du moment où il n'y a pas de signature, on perd également certaines faiblesses de la cryptographie asymétrique. Sur ce point-là, je n'irai pas plus loin, mais encore une fois, vous avez tout en description pour pouvoir diguer. Pour terminer, une fonction intéressante, c'est le Social Recovery, qui permet à un utilisateur de mettre des conditions pour que quelqu'un d'autre puisse récupérer son compte. Par exemple, s'il m'arrive X chose et sous telle et telle condition, quelqu'un de ma famille ou une personne à qui je donne l'accès pourrait récupérer mes crypto-monnaies et l'accès à mes comptes. C'est une fonction qui deviendra de plus en plus utile, plus la crypto-monnaie va se démocratiser. Et tout ça à l'aube du proto-danksharding. Oui, encore un nouveau mot compliqué. Il s'agit de la prochaine mise à jour du réseau Ethereum, l'EIP 4844. Une EIP, ça s'appelle EIP parce que c'est Ethereum Improvement Proposal et c'est une proposition qui est faite au réseau et qui peut être adoptée. Cette mise à jour du réseau Ethereum, c'est surtout une mise à jour de compatibilité qui va permettre beaucoup plus de choses vis-à-vis des autres Layer 2. En effet, ça vient optimiser la façon dont sont gérées les données. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que vous l'avez compris, les transactions vont dans les blocs, et quand vous voulez faire passer une transaction dans un bloc, vous devez payer des frais pour l'espace que ça va occuper dans le bloc. Le fait que ces données soient optimisées vont permettre à beaucoup de Layer 2 de choisir quelles sont les données qui doivent être écrites dans le marbre sur le Layer 1 et quelles sont les données qui ne doivent pas nécessairement être écrites. Ainsi, ils vont pouvoir alléger la taille, le poids des transactions qui vont être écrites dans ce Layer 1 en diminuant le coût de cette action. Et c'est un cycle à boucle et bouclé. On n'est pas seulement sur un réseau qui permet de faire beaucoup plus de transactions, beaucoup plus rapidement. On est également sur un réseau qui va pouvoir, avec toutes ces optimisations et également la mise à jour du réseau Ether elle-même, diminuer le coût de chacune de ces transactions, augmentant encore plus la scalabilité. Pour être franc, ça va affecter de nombreux Layer 2, certains encore plus que Starknet, mais pour le coup, c'est attendu par toutes les secondes couches. Alors c'est sûr que parfois, quand on a peu d'usage blockchain entre les mains, on peut se demander qui a besoin de cette certaine scalabilité. Mais pour certains protocoles, j'ai cité tout à l'heure DYDX qui est dans le trading, le fait de pouvoir émettre un très grand nombre de transactions, très peu cher et très rapidement, c'est nécessaire. C'est un must-to-have. Ce n'est pas juste un confort de navigation, mais c'est nécessaire pour l'utilisation de la blockchain et pour leur métier. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran une actualité à l'époque où DYDX utilisait StarkEx. Ils ont fait péter le record des volumes sécurisés sur une blockchain à l'époque. Bref, l'entreprise Starkware, en plus d'avoir développé son langage le Kero et le ZK Stark, propose énormément de technologies et les rend open source pour développer l'écosystème, ce qui en fait Obamo un layer très respecté et qui participe grandement à cette révolution. Il propose plein de technologies qui sont open source et qui font avancer l'état de l'art dans cet écosystème. Je vous affiche à l'écran d'autres points, vous pourrez toujours aller plus loin en regardant par exemple Stoneprover ou encore Sharp, qui sont des solutions qui sont complémentaires avec ce qu'ils ont déjà créé et qui leur permettent de toujours pousser un petit peu plus loin leur innovation technique. Et même si c'est très compliqué, très proche des mathématiques et de la tech, pour le coup, l'usage ne l'est pas forcément et c'est l'étape qu'on va aborder tout de suite. Les amis, je vous affiche à l'écran un panorama, une overview de tout l'écosystème Starknet et vous allez voir qu'on va pas pouvoir présenter tous les protocoles et toutes les solutions qui s'adressent à cet écosystème. Malgré tout, on va quand même utiliser quelques outils et vous allez voir, c'est pas si sorcier que ça. Vous retrouverez également en description un lien qui vous permet de surfer tout simplement sur cet écosystème dans les différentes catégories et de venir trouver ce que vous cherchez tout simplement, que ce soit en termes de sécu, en termes de portefeuille, que ce soit des bridges, de la finance décentralisée, de l'identité décentralisée, etc., etc. Et naturellement, la première chose que vous allez devoir vous trouver, c'est un wallet, un portefeuille pour pouvoir interagir avec tout l'écosystème. Moi, je vais vous présenter Argent, qui est très connu. Il y en a un autre qui s'appelle Bravos et qui est utilisé par une grosse partie de la communauté. C'est parti. Alors pour le coup, Argent, vous pouvez le mettre directement sur Brave ou alors sur Google Chrome. Il y a également l'application pour les mobiles. Moi, je les ai déjà là-haut, donc je ne vais pas refaire l'installation. Et évidemment, si vous avez l'habitude, vous savez ce que c'est de bien sécuriser votre seed, qui sont les mots de sauvegarde quand vous installez votre portefeuille, qui vous permet de récupérer votre solde si jamais vous perdez l'accès à votre ordinateur ou à votre wallet. Et si jamais vous êtes débutant, prenez bien le temps de faire un tutoriel très calme pour installer votre portefeuille et pour comprendre l'importance de votre seed. Soyez prudent, il n'y a pas de service après-vente. Je vous rappelle que c'est décentralisé, c'est votre portefeuille à vous et personne d'autre que vous ne peut y accéder. Pour commencer, il faut bridger des fonds. C'est-à-dire qu'il faut envoyer une crypto-monnaie du Layer 1 justement vers ce Layer 2 afin d'être enfin dans un écosystème qui vous coûtera presque plus rien en termes de frais et qui ira beaucoup plus vite. Il y a le Stargate qui est carrément le bridge qui est proposé par Starkware eux-mêmes. Moi, j'en utilise un autre petit qui fonctionne avec énormément de blockchains d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous invite à l'utiliser et qui vous permet d'envoyer vos Ethereum tout simplement de votre portefeuille à Starknet.
C'est toujours pareil, hein, vous allez connecter votre portefeuille Ethereum, en l'occurrence Metamask, directement au protocole de bridge, et ensuite vous allez connecter votre portefeuille Starknet pour dire tout simplement le portefeuille d'entrée et le portefeuille de sortie, celui qui doit recevoir les fonds. En l'occurrence, je vais bridger 0,5 Ether d'une blockchain à l'autre. Je vois que j'ai déjà 0,39 Ether sur Starknet. Je lance la transaction et je la valide. Ça va me coûter les frais de la transaction. Et mes Ethers sont arrivés dans mon wallet Argent. À partir de là, je peux commencer à utiliser quelques protocoles et donc je vais faire un exemple très simple, très basique. Je vais aller échanger mes Ethers contre des USDT ou des USDC et je vais prendre ces USDC pour aller les prêter et générer des intérêts sur une plateforme de prêt d'emprunt. Il y a par exemple le protocole Avenue qui est l'un des plus utilisés, c'est l'un des plus gros DEX du réseau. Je vais switcher 0,8 Ether en USDC, donc ça fait 1800. Je réalise ma transaction et pour le coup, vous allez voir que ça va assez vite. C'est terminé. Maintenant que j'ai mes USDC, alors soit je peux les rééchanger contre autre chose, soit je peux aller sur un autre protocole, je peux lancer une application décentralisée. Par exemple, sur Zkland, je vais prêter mes USDT pour générer des intérêts. Quand on compare ça à la blockchain Ether, tout va très très vite. Déjà parce qu'on est habitué à plus de temps de transaction, et ensuite parce que comme ça se fait sur le Layer 2 et qu'il y a encore le délai pour ensuite envoyer la transaction sur le Layer 1, c'est des transactions qui se font en quelques secondes, c'est quasi instantané hein, en termes d'usage, et pour le coup c'est des transactions qui se payent à hauteur de quelques centimes, donc rien à voir avec les quelques euros qu'on va avoir sur toutes les transactions. Et pour le coup, ça va encore être optimisé. Après, je ne vais pas vous représenter toutes les fonctions hein, quand vous prêtez de la crypto-monnaie. Vous pouvez également venir en emprunter, la retirer, etc., etc. et retrouver votre dashboard avec l'entièreté de ce que vous avez sur la plateforme. Je vous montre un dernier petit truc. J'ai trouvé l'idée vraiment sympathique. Brick permet de faire des NFT et de les composer comme si vous étiez sur une minimap Minecraft où vous pouvez composer de cubes de couleurs comme vous le voulez pour essayer de faire une structure. Je trouve ça vraiment sympathique. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est un truc qui me plaît. Et pour le coup, vous pouvez venir et utiliser le système qui vous propose pour créer énormément de choses, notamment il y a des petits jeux, il y a tout plein de choses qui ont été inventées, hein, comme Minecraft l'a déjà prouvé. Le fait de pouvoir empiler des cubes donne accès à une créativité sans trop de limites et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Pour conclure là-dessus, au niveau de l'usage, l'objectif c'est de retrouver toutes les fonctions que vous allez avoir sur la blockchain et globalement les services de base que vous allez chercher quand vous êtes sur Ethereum. C'est vraiment l'enjeu de scalabilité, l'enjeu de compatibilité avec les différents réseaux et le fait que ce soit rapide et peu coûteux. Parlons maintenant de ce qui va intéresser beaucoup de monde. Le token. Bon, globalement, personne n'est idiot, on voit comment l'écosystème s'agite, on voit comment l'écosystème commence à se concentrer réellement sur les informations qui sont transmises autour de ce token. Le token, il arrive. Le token STRK devrait être live bientôt. On n'a pas le détail, mais évidemment, on le sent bien en tant que communauté, ça arrive très bientôt et ne serait-ce que la multiplication de partenariats et de collaborations fait que c'est maintenant que la communauté doit être sur le qui-vive et que quelque chose de fort arrive dans l'écosystème Starknet. Maintenant, attention, d'autant plus dans une vidéo sponsorisée, je me dois d'être totalement franc. Ceci n'est pas un conseil en investissement, d'accord? Il y a des excellents projets qui font des mauvais tokens, des excellents tokens qui viennent de projets qui n'étaient pas si terribles que ça, et évidemment, on ne peut pas avoir de certitude. On doit composer avec ce que l'on sait, maintenant, tout de suite, et naturellement, on doit voir ce que ce fameux token va proposer et comment est-ce qu'il va être reçu par le marché. Faites attention à vous, évidemment, investir comporte des risques de perte partielle ou totale en capital, soyez donc très prudents. Je vais venir sur les utilités du token dans quelques minutes, mais vous pouvez très bien utiliser l'écosystème Starknet et régler vos problèmes de confidentialité sans avoir forcément à investir. Ce n'est pas un appel à l'investissement. Maintenant que j'ai fait disclaimer barbant, mais qui est quand même une base importante que je me dois de vous répéter, parlons un petit peu des tokenomics. Globalement, je dois mettre le doigt sur deux choses qui font grincer les dents de certains membres de la communauté. Le fait que sur les tokens, presque 50%, 32,9% et 17%, soient réservés aux core contributors, qui sont les développeurs, l'équipe, la team, mais également les partenaires qui vont fournir des solutions techniques et participer à la création de Starknet, mais également les investisseurs. Pour le coup, pour lever des verrous techniques comme ils l'ont fait, ils ont fait plusieurs levées, ils avaient besoin d'énormément de ressources et ils ont naturellement déjà levé des fonds. Le fait que ça représente une telle part de la supply, ça c'est à vous d'en juger. En attendant, je me devais de mettre le doigt dessus dans un contenu. Vous avez tout le détail ici, le fonctionnement, et je vous mets tout dans la description. Il y a également beaucoup de questions qui sont posées par la communauté, et comme ça se veut le plus transparent possible, énormément de réponses qui sont fournies par la team, et peut-être même des questions que vous allez avoir maintenant, et que vous pourrez leur poser directement, voire même sous cette vidéo. J'essaierai de vous obtenir des réponses, et pourquoi pas vous tenir à jour et répondre à ces questions-là lors d'un live un dimanche, par exemple, sur ma chaîne Twitch.
Alors globalement, ce token va avoir 3 utilités. Premièrement, pour payer les frais sur l'entièreté du réseau, chaque transaction émise sera payée directement avec le token natif de la chaîne. La deuxième fonctionnalité sera une fonctionnalité de gouvernance pour prendre les décisions sur le développement même de ce réseau. Gouvernance qui prendra encore plus d'importance quand celui-ci va se décentraliser, parce que pour l'instant, il n'y a qu'un seul sequencer, maintenu par Starkware eux-mêmes, alors qu'à l'avenir, ce sera un set de sequencers de différentes entreprises et de différents participants qui vont prendre part justement à la décentralisation de ce réseau. Et pour finir, le stacking, c'est-à-dire qu'à un moment, on pourra venir, et pour pouvoir opérer son sequencer, venir bloquer, immobiliser une partie de la supply du jeton pour garantir sa sécurité, et également déléguer, c'est-à-dire distribuer ces fameux tokens sur les différents sequencers qui font ce job sur le réseau. Abordons rapidement la team, je vais même dire mieux, survolons la team. Déjà parce que c'est quand même une grosse équipe. Ensuite, ça fait plusieurs années, donc il y a beaucoup de choses à dire et il y a quand même une histoire derrière tout ça. Et pour finir, la plupart des profils sont très pointus. C'est particulièrement technique, ça va être dans les mathématiques, ce sont des chercheurs, ce sont des personnes qui ont un gros background et dont certains, je ne comprends même pas toutes les fonctions de par la complexité de leur position dans le groupe. Je me dois évidemment de vous montrer un visage, le CEO, Eli Ben Sasson, qui est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer très tôt quand il a eu l'idée de Starkware et avoir la présence d'esprit de me dire qu'il fallait que j'investisse et que je pousse derrière cette technologie. C'est une brute épaisse. Si vous voulez creuser un petit peu, diguer son CV, son expérience, il a une expérience qui est assez folle, un background que vous reconnaîtrez peut-être, et notamment certains passages dans des sociétés comme par exemple Zcash, dont ça parlera probablement à certains, ou encore des études dans certains établissements comme le MIT ou encore Harvard. Une grosse équipe particulièrement technique et pointue, et si vous descendez et que vous allez jusqu'aux advisors, vous verrez qu'ils ont en plus de ça été chercher des scientifiques qui vont apporter un regard externe et encore plus de compétences, notamment sur les problématiques qui sont souvent, comme je vous l'ai dit, des verrous techniques à lever, des recherches et des choses à créer pour pouvoir régler des problèmes qui étaient connus mais qui n'avaient pas encore de solution jusqu'alors. Et quand vous creusez même sur les advisors, vous avez des têtes qui sont passées chez Ether, chez Consensus, ou des noms qui vous parleront comme Naval Ravikant, qui sont par exemple à la tête de projets comme CoinList, ou de certains outils très utilisés dans l'écosystème. Je ne vais pas faire le tour de tout le monde, il y a quand même un autre visage que je voulais vous montrer, enfin visage, façon de parler. Hop, c'est celui d'Abdel, qui est un Français qui pour le coup a bossé sur pas mal de chantiers d'Ethereum et qui est aujourd'hui le Head of Ecosystem de Starknet. C'est notamment lui qui a établi le dialogue et qui a répondu à toutes mes questions, qu'elles soient plus ou moins simples ou plus ou moins compliquées, en corrigeant et en essayant d'adapter toujours un peu plus mon discours et ma vulgarisation pour qu'elle soit le plus proche possible de la réalité. Merci beaucoup Abdel. Alors les amis, vous me connaissez. Bien que la vidéo soit sponsorisée, j'aime pouvoir dire les petites choses qui me titillent et je dois terminer cette vidéo par 3-4 points qui sont pour l'instant encore des faiblesses qui peuvent évidemment évoluer et qui doivent quand même rester sous les yeux des utilisateurs du réseau. Bon, le premier point, et je viens de l'aborder rapidement, il n'y a qu'un seul sequencer sur le réseau. Certes, on ne fait pas décoller une fusée s'il n'y a pas de socle. L'équipe le sait, elle ne s'en cache pas pour le coup, mais pour l'instant, il n'y a quand même qu'un seul sequencer. Le fait d'apporter cette scalabilité, d'apporter énormément de solutions sur les problèmes techniques connus de la blockchain, repose sur le fait qu'in fine, sur du moyen long terme, il faudra que le réseau soit décentralisé, et c'est quelque chose qui doit être guetté. Même si pour le coup, cette faiblesse, on peut la prêter à la plupart des Layer 2, puisqu'ils sont tous dans cette situation, et que la phase de décentralisation n'a pas encore commencé. Le deuxième gros point, c'est qu'on parle de zero knowledge, parce que c'est sur les pistes des zero knowledge qu'on trouve des solutions concrètes qui permettent d'avancer dans ces problématiques, mais ce n'en est pas réellement. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, pour l'instant, Starknet est un validity roll-up, et pour le coup, il y aura encore beaucoup de choses à faire. La scalabilité, c'est toujours un problème et c'est une priorité, mais pour le coup, il y aura également des besoins d'innovation dans la confidentialité. Vu comme le projet est capable de lever des verrous techniques, ce serait bien qu'un jour, ils mettent de l'énergie sur de la création de solutions confidentielles permettant malgré tout de garantir l'intégrité d'un réseau blockchain, parce que ce sera, surtout dans le monde dans lequel on arrive, un besoin important. Et j'espère qu'un jour, l'entreprise Starkware va sortir des techs et des solutions dans le domaine, pourquoi pas même une mise à jour pour apporter ça à son réseau Starknet. Pour finir, et je ne sais pas vraiment si c'est une faiblesse ou non, mais quoi qu'il arrive d'un point de vue accessibilité, ça peut être perçu comme, c'est le fait que la blockchain Starknet n'est pas EVM compatible. C'est-à-dire que ça n'a pas le même format que le réseau Ether, et d'ailleurs vous le verrez peut-être quand vous allez sur un bridge ou une plateforme qui permet de faire passer une crypto-monnaie d'une blockchain à une autre, Starknet n'est pas toujours le premier réseau rajouté parce que ça demande plus de développement, ça demande plus d'adaptation. Malgré tout, le fait que ce ne soit pas EVM compatible, ça vient un petit peu cloisonner la communauté et ça donne une communauté qui est très soudée. Il y a une communauté de développeurs qui est l'une des plus actives. Je vous affiche par exemple à l'écran un screen où si vous comparez Starknet aux autres Layer 2, c'est l'un des réseaux et l'une des techs où il y a le plus d'engagement technique de développeurs et de personnes actives pour son développement.
Pour le coup, c'est une différence, faiblesse ou force, je ne sais pas. On commence à le voir vu comme il est attendu. Quand c'est pas StarkNet qui se rend compatible aux autres, c'est les autres qui prennent vraiment la peine de le faire parce que pour le coup, ils ont compris que ce géant allait se faire sa place. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai consulté beaucoup de sources, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires parce qu'on doit tout d'abord comprendre quelles sont les limites du Layer 1, pour comprendre l'intérêt du Layer 2, les différentes façons d'y répondre, pour comprendre pourquoi le Zero Knowledge a certains avantages, et comment est-ce que le Zero Knowledge ou ces pistes-là ont été appréhendées, comprises et travaillées par l'équipe de StarkNet pour vraiment avoir des solutions qui sont aussi efficaces que celles qu'elle propose aujourd'hui. Beaucoup de contenu, très compliqué, souvent soit trop technique, souvent trop vulgarisé, donc on ne comprend pas plus loin et on ne peut pas aller plus loin, mais je suis quand même tombé sur une vidéo qui m'a particulièrement plu, qui était complète, et un créateur que j'ai découvert finalement, il s'appelle Victor Crypto, et je trouve que sa vidéo sur StarkNet est vraiment très bonne. Elle n'a pas fait beaucoup de vues et pourtant elle en mérite beaucoup plus, donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite et je vous recommande fortement de consulter le travail de ce mec. J'espère avoir suffisamment vulgarisé pour que tout le monde comprenne et que vous avez pu peaufiner vos connaissances si jamais vous connaissiez déjà ou que vous aviez déjà survolé le réseau StarkNet. En l'occurrence, j'espère ne pas avoir fait quelques bêtises, mais vu comme j'essaye de vulgariser, si je me rends compte que j'en ai fait une, vous verrez, comme à mon habitude, un petit commentaire épinglé qui vient préciser certains points et les rendre encore plus corrects. Merci à tous de m'avoir consacré votre temps. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire et merci StarkNet pour cette collaboration. C'était Asher et je vous dis à la prochaine. Au revoir.